Je vais essayer effectivement de vous parler de ce que j'imagine pouvoir être une mythanalyse, c'est-à-dire une analyse des mythes. Ce n'est pas évident parce que pour chacun, le mythe, c'est comme le chocolat, c'est quelque chose dont on ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est très important, mais c'est des bêtises. Enfin, ça, c'est un mythe. Bon, le chocolat, ça permet de vivre très vieux, c'est un mythe. C'est pour ça que je parlais du chocolat. Bon. Et en général, bon, les mythes, c'est le bêtisier. Hein. Et donc, il s'agit de prendre conscience que les mythes, ce n'est pas les histoires idiotes qu'on raconte, ce sont des récits, mais ce sont des récits qui sont extrêmement importants parce que finalement, ils gouvernent notre représentation du monde et ils gouvernent notre vie collective et individuelle. Donc, ces récits, c'est vieux comme le monde. On dit toujours, puisque maintenant nous sommes modernes et même postmodernes, on dit que bon, les Grecs, les Égyptiens avaient des mythes. Bon, les Votans, les Vikings avaient des mythes. Bon, c'est une vieille histoire. Maintenant, ces mythes-là sont rangés au niveau des mythologies. Ce qu'on oublie de dire, c'est que nous avons autant de mythes aujourd'hui que pouvaient en avoir les Grecs antiques ou les Égyptiens antiques ou les Incas. Ce sont des mythes actuels. Et nous sommes un petit peu aveugles à ce fait que nous vivons dans un imaginaire, dans des récits actuels, contemporains, qui sont ceux finalement qui déterminent nos pensées, nos valeurs, nos comportements. Alors donc pour moi c'est extrêmement important. Deuxième chose que je veux dire, c'est que vous avez tous appris que nous avons un inconscient. Ça fait pas très longtemps que nous avons un inconscient, mais en tout cas puisque c'est Freud qui l'a dit, personne n'en doute plus. Et puis même, nous avons un inconscient collectif. Ça, c'est Jung qui nous a appris ça. Et donc, effectivement, on travaille sur l'inconscient collectif et Jung, à cet égard, découvrait des mythes, des archétypes, même paléo-humains, avant même l'Homo sapiens, et qu'on va rechercher donc dans l'inconscient social, comme Freud allait fouiller dans la cave pour trouver tous les miasmes de notre traumatisme biographique et nous guérir. Ça, c'est de quoi on part. C'est quand j'ai commencé à travailler là-dessus, peut-être une cinquantaine d'années maintenant, c'était ça, et puis c'est encore ça. Moi, je suis un sociologue des imaginaires sociaux, des imaginaires collectifs. Je pense qu'il n'y a pas d'inconscient collectif, mais il y a une culture, il y a une mémoire collective qui effectivement porte des valeurs, projette des visions du futur, détermine notre représentation du monde actuel et inspire notre fabulation du futur. J'essaye de dire que, pour parodier Hegel, tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel, mais il faut faire attention, choisir ces fabulations et éviter les hallucinations. Je veux dire que j'introduis là une notion de valeur, de choix, de gouverne. Nous sommes soumis à des fabulations toxiques. Alors je vais prendre le fascisme, je vais prendre le racisme, pour prendre une actualité, je vais prendre le post-humanisme, je pourrais en citer beaucoup. Et nous avons des fabulations qui peuvent être éventuellement, alors on va s'en moquer parce qu'elles sont messianiques, diront les postmodernes, qui ne croyaient plus à rien, qui ne voulaient plus qu'on croie à rien. Mais c'est impossible de vivre sans croire à rien. C'est la grande illusion de la postmodernité, c'est d'avoir cru qu'on pouvait démystifier tous les récits, ne plus croire en Dieu, ne plus croire en la raison, ne plus croire en rien, et en fait être lucide. Être lucide, ça veut dire croire qu'il y a une lumière. Bon. Donc la postmodernité, pour moi, ça a été la désillusion après la Shoah, après les désastres. Ça a été la désillusion des grands récits qu'a inventé la Révolution française et l'idée qu'on devait vivre maintenant sans illusion et donc dans un présent parce qu'on n'avait plus d'histoire. On est dans un temps en spirale immobile, si je puis dire, et puis ne plus croire à rien pour être vraiment lucide. C'est impossible de ne croire à rien. Alors on peut ne plus croire en Dieu, on peut ne plus croire en l'homme, mais il faut bien inventer de croire en quelque chose.
Alors on peut croire effectivement maintenant dans le cyberhumain, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de mythes dans lesquels on peut croire qui sont des fabulations. Mais l'intelligence artificielle, dont parlait mon prédécesseur très bien, c'est un des grands mythes de notre époque. C'est important. Un mythe, c'est réel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est fabulatoire est réel, tout ce qui est réel est fabulatoire. Nous vivons avec des mythes, nous vivons avec des fabulations. Ce que je crois devoir dire aussi, c'est que si je ne crois plus à un inconscient collectif, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité s'est développée avec des mythologies successives, si je ne crois pas qu'il y a une cave sombre dans chacun de nous, dans laquelle il faut aller tourner la cuillère pour nous réintégrer dans la normalité, avec les guillemets qu'il faut mettre, sociale, comment ça fonctionne? Comment inventons-nous des mythes? D'où ça nous vient? Comment sont-ils déterminés? Et là, en bon élève de Piaget, qui travaillait sur l'intelligence, la construction de l'intelligence, moi, j'essaye d'être biologique. Autrement dit, je crois que, je suis dans les fabulations. Donc je vais vous raconter un récit fabulatoire sur ce que serait éventuellement la mythanalyse. Pour moi, toutes les théories sont des fictions, y compris les plus rationalisées. La raison elle-même est le grand mythe que nous avons développé depuis le XVIIIe siècle. On ne peut pas échapper aux fabulations. Tout ce qu'on peut faire, si on veut élucider, lumière, mythe, si on veut élucider, c'est comme en géographie pour construire un relief, c'est de trianguler, de croiser les mythes pour se libérer de l'excès de l'un, emprunter à l'autre et essayer de s'orienter. Mais je suis dans une pensée relativiste, fondamentalement. De toute façon, qui va encore croire que nous avons une vérité avec un grand V? Depuis les postmodernes, on sait qu'il faut plus croire à ça. Mais de toute façon, même avant les postmodernes, si j'étais né avant, j'aurais eu du mal à croire encore à une grande vérité ou une grande raison qui nous dirait objectivement ce qu'est le monde. Déjà, les philosophes avaient pas mal détruit notre ontologie, si je puis dire. Donc, finalement, mon hypothèse, c'est que quand je suis au stade fœtal, j'imagine le monde. Je le construis, si je puis dire, avec les moyens du bord. Donc, c'est encore une construction au niveau de mes sensations, au niveau audio, avec une chaleur. Je peux essayer d'imaginer ce monde extrêmement euphorique quand j'étais dans le ventre de maman. J'avais pas encore trop de problèmes. Et j'ai fait de ce stade fœtal peut-être un paradis terrestre. Mais ensuite ça bouge. Je suis accouché. Je suis accouché, c'est-à-dire que le monde va naître à moi. Contrairement à ce qu'on dit toujours, ce n'est pas moi qui viens au monde. Ce n'est pas l'enfant qui vient au monde. Ça, c'est la vision extérieure de l'adulte. Moi, en tant qu'enfant et fœtus accouché, je vois émerger, apparaître un monde. C'est le monde qui vient à moi. Et je l'interprète comment? J'ai pas beaucoup de moyens pour l'interpréter. J'ai des sensations, je dirais même pour commencer, j'ai un maudit souffle d'air qui entre dans les poumons, qui me fait crier, c'est pas drôle. Il n'y a pas que la mère qui souffre. Et puis j'ai une lumière qui m'aveugle, je ferme les yeux, c'est pas drôle non plus. Donc le moment de l'accouchement, pour celui qui vient au monde, c'est un chaos. Et il est démuni par rapport à cette irruption de sensations et de douleurs, et il s'en souviendra comme d'un chaos de la naissance du monde. Après cela, mais ça c'est fondamental, c'est le monde qui naît à l'enfant, parce que à ce moment-là, mon imaginaire du monde est vraiment chaotique. Et ça a fait un grand mythe biblique, etc. Et je suis, ce que je disais tout à l'heure, je suis un infant, c'est-à-dire celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas encore de concept, un enfant, infant, quelqu'un qui imagine sans concept. J'imagine donc avec mes sensations physiologiques. Donc c'est très très biologique. Quand je suis accouché, après le chaos, ça s'organise un peu, c'est ce que j'appelle le stade du carré parental. Quand je suis au monde, j'ai un lien très physiologique avec la mère. Je découvre un intrus que je n'ai jamais vu de ma vie, je ne sais pas ce que c'est
c'est un père, il va falloir que je construise ce père, que je l'imagine. Et puis Lacan dirait, il y a l'autre, la société, qui se mêle pas mal de ce stade infantile, qui s'occupe de ma propreté, de m'habiller, qui veut commencer à m'éduquer. Donc l'autre, la société, la sociologie, est là dès le début de la naissance du monde. Ça c'est très important. Et puis je garde évidemment le souvenir non seulement du stade fœtal un petit peu euphorique, c'est mon imaginaire, mais très réellement du stade du chaos que je viens de vivre. Et voilà les éléments avec lesquels je vais commencer à imaginer le monde, me le représenter. Je suis pas encore au stade d'interagir, mais dans la plasticité de mon cerveau, le cerveau est tout neuf, il y a des réseaux synaptiques qui sont encore vierges, qui vont progressivement s'animer, s'actualiser selon mes sensations, selon ma façon de m'imaginer mon rapport au monde. N'oubliez pas encore que on nous dit que au début, l'enfant, l'infance, ne sait pas encore distinguer son corps du monde extérieur. Ça va prendre un certain temps. Donc cette relation-là est très très imaginaire et très biologique au début. Ensuite, progressivement, je vais évoluer. Dans un premier temps, c'est ce que j'appelle le stade de la tortue sur le dos. Pendant 6, 8, 9 mois, progressivement, je vais être comme une tortue sur le dos, dans un état d'impuissance totale, dont je me souviendrai quand je serai grand, et je prendrai ma revanche. Il y en a qui s'en souviennent plus que d'autres. Mais je vais dépendre de maman, de papa, de la nourriture, donc je vais commencer à apprendre à sourire, à pleurer, à bouger, développer une relation, une interaction avec mon carré parental, où mon corps sera encore le centre du monde au début, puis progressivement, je vais arriver au stade de l'ourson, c'est-à-dire je vais pouvoir m'asseoir, je vais commencer à distinguer le monde extérieur de moi-même. À partir de ce moment-là, évidemment, mon imaginaire va changer. Ce n'est plus l'imaginaire du stade fœtal. Donc, les réseaux synaptiques de mon cerveau vont commencer à se développer et à mémoriser toutes ces sensations que j'ai. Je fabrique mes facultés fabulatoires. Elles s'inscrivent dans mon cerveau comme des matrices fabulatoires et elles vont s'inscrire profondément parce que le cerveau est encore à un stade plastique et ça va rester dans mon cerveau, plus ou moins, je vais en parler ensuite, mais c'est dans cette mémoire synaptique, de ces réseaux synaptiques biologiquement déterminés à l'origine, que va se situer éventuellement mon inconscient. Je veux dire par là que, brisons le mot inconscient, je veux dire par là que j'ai des réseaux synaptiques qui vont créer qui vont créer un rapport au monde, qui vont créer des sensations, un jour qui vont se développer avec des concepts, qui vont rester dans ma mémoire. C'est ma mémoire synaptique qui est inconsciente, parce que après j'oublie les stades par lesquels j'ai développé mes facultés fabulatoires, mais ce sont des matrices de ma façon de me représenter le monde, de me représenter moi-même, de me représenter la relation au père, à la mère, etc. Ensuite, on va avoir le stade du pingouin. Le pingouin, il marche, fait ses premiers pas. Ce bestiaire m'aide à expliquer ou à me représenter ces stades successifs. Mais le pingouin est encore assez maladroit. Son imaginaire, sa façon de se représenter le monde, de construire son image du monde, est encore celle d'un pingouin qui n'a pas beaucoup encore exploré le monde. Et donc les premières sensations que je vais avoir, les premières choses que auxquelles je vais me confronter, vont rester dans ma mémoire synaptique. Freud vous dira, ce sont éventuellement des traumatismes qui restent profondément méchants dans votre cave. On va aller chercher ça, on va prendre la cuillère. Moi, je dis simplement, c'est un vécu qui a été agréable ou désagréable et qui va donc déterminer, influencer ma relation au monde dans les années qui suivent. Toujours ces réseaux synaptiques matriciels du début vont se développer, certains vont s'activer davantage avec l'expérience de la vie, d'autres vont se désactiver parce que je m'en sers plus. Il y a des réseaux synaptiques qui vont se renforcer, d'autres qui vont s'effacer.
Il y a une évolution, évidemment. Mais les premiers demeurent les plus importants, les plus déterminants de mon imaginaire. Je continue, j'arrive à la puberté. Là, je me rappelle que j'en ai bavé pendant 9 mois, sur le dos, les pattes en l'air. Et c'est fini, là, papa, maman, c'est fini. C'est moi qui vais refaire le monde, qui vais imaginer ce que le monde devrait être, qui vais déterminer comment il doit être. Et j'y mets un petit peu d'agressivité avec mes pinces de homard. Éventuellement, j'emmerde le monde. Et c'est un stade qui va passer, mais c'est un stade très très important. Et chez certains, bon, je ne veux pas citer Mélenchon, mais chez certains, ça reste pour longtemps. L'individu garde une agressivité dramatique par rapport à la société, à l'État, à l'autorité, à papa, maman, devient rebelle, d'autres moins. Ça dépend de la biographie de chacun. C'est clair que la biographie de chacun est très déterminante de la façon dont je vais construire mes matrices fabulatoires et je vais les désactiver ou les réactiver. Je continue à grandir. J'arrive au stade où je papillonne. Je me suis un peu calmé, j'ai rentré les pinces et puis je papillonne et je butine, je découvre le monde. Finalement, bon, je n'ai pas tellement le choix, il est là et puis il faut que je m'en accommode. Et puis j'essaye de choisir ce qui me convient. Je suis pas encore dans le stade adulte, mais je suis au stade de ce que d'autres appellent la biographie d'apprentissage. Et le moment où je vais emmagasiner des connaissances, des expériences. Ma façon d'imaginer le monde est évidemment devenue entre-temps beaucoup plus conceptuel, théorique. J'ai des outils de plus en plus sophistiqués. Je suis allé au collège, je vais à l'université, j'apprends à construire des théories, je deviens phénoménologue ou psychanalyste ou pilote d'essai. Et ce papillonnage dépend de la biographie de chacun. Évidemment, c'est déjà un stade où mon imagination du monde devient plus opérationnelle, transformatrice, pas simplement la rébellion du stade du homard, mais vraiment je commence à m'intégrer et agir dans ce monde tel qu'il est. Ensuite, je deviens un adulte. Il faut bien un jour, ça n'arrive pas à tout le monde de devenir un adulte. Mais dans la majorité des cas, je deviens un adulte, c'est-à-dire que je m'inscris dans le système, je fais mon itinéraire professionnel, amoureux, romantique ou selon les biographies de chacun. Et aujourd'hui, parce que les mythes varient selon les époques, les mythes naissent et meurent, contrairement à ce que disait Jung. Là, je prends le mythe, disons, du cloud, je m'en vais dans le nuage, puisque maintenant les jeunes s'en vont dans le métavers, et c'est là qu'ils s'épanouissent, c'est là qu'ils construisent leur identité, pour le meilleur et pour le pire, et me voilà parti. Ça n'est pas fini. Parce que je vieillis, je peux en parler. Au fur et à mesure que j'ai accumulé, j'ai papillonné, j'ai accumulé les connaissances, j'ai organisé mon imagination du monde, je me représente le monde d'une façon plus développée, construite. Et comme je suis actuel, je suis dans le monde d'aujourd'hui, je rencontre effectivement une information de plus en plus extensive, grâce aux hyperliens numériques. Je vis actuellement dans un monde de plus en plus numérique, c'est fondamental. J'ai été dans les livres, mais maintenant je suis de plus en plus aussi, ou exclusivement, pour les nouvelles générations, dans le monde numérique. Et là, je vais accéder à une information beaucoup plus large, planétaire, que ce soit comme papa-maman à la télévision ou moi sur mon écran d'ordinateur, planétaire en temps réel. Je vais savoir que M. Poutine vient de faire bombarder un centre commercial. Je vais savoir qu'il y a une catastrophe naturelle ici, qu'il y a des immigrants qui se sont noyés dans la Méditerranée ou dans la Manche. Je vais savoir de plus en plus tout ce qui se passe, pas seulement chez moi, dans mon petit village, dans mon coin, dans ma vallée suisse, mais tout ce qui se passe sur la planète. C'est extrêmement important, anthropologiquement, c'est tout à fait nouveau que je développe maintenant, grâce aux médias numériques, je développe une conscience planétaire. Où ce qui se passe éventuellement en Ukraine va être plus important pour moi que ce qui se passe chez mon voisin ou dans la rue de chez moi. Je vais
en plus avoir une conscience planétaire en temps réel. Le numérique est extrêmement rapide, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois que le bateau ait traversé l'Atlantique, je vais le savoir quasiment immédiatement. Donc, je vais développer ce que j'appelle une conscience augmentée, c'est-à-dire planétaire en temps réel. C'est tout à fait nouveau, c'est très très important. C'est vraiment une mutation de ma conscience. Je suis obligé maintenant de tenir compte de ce qui se passe aux 4 coins de la planète. Ça détermine ma vie quotidienne, le prix de l'essence, ça détermine ma conscience des valeurs, ça détermine mon rapport dramatique à l'univers, mon optimisme ou mon pessimisme, ma solidarité ou ma révolte ou mon engagement, ça détermine des valeurs individuelles et collectives. Pour moi, c'est ce que j'appelle le stade de la conscience augmentée, que je devrais plutôt appeler peut-être le stade de la maturité, mais je l'appelle comme cela parce que c'est comme ça que je l'ai pensé du fait du développement des hypermédias numériques. Et dans la génération prochaine, le numérique s'étant banalisé, je dirais simplement, je ne dirai jamais le stade de la vieillesse parce que c'est encore pas très facile à admettre, mais je dirais le stade de la maturité qui est au-delà du stade adulte. À ce moment-là, je vais être à un certain maximum de ma lucidité, de ma capacité d'imaginer le monde, de vouloir éventuellement changer le monde, mais avec, disons, plus de sérénité, plus de conscience des limites de ce que je peux faire. C'est un stade, je peux vous le dire en toute sincérité, très agréable. Je vis bien ce stade de la maturité ou de la conscience augmentée, même si le monde est de plus en plus dramatique actuellement. Je vis bien cela, je prends beaucoup conscience du renouvellement du mythe de la nature. Je suis écologiquement impliqué, engagé, militant. Je prends conscience du fait que la guerre, c'est pas fini. L'histoire se termine pas, le dernier homme n'a pas vécu, l'histoire continue, donc je réactualise le mythe du futur que les postmodernes avaient voulu évacuer sous le tapis, et même je réactualise le mythe du progrès, parce que j'ai l'impression que c'était pas si bête, même si on a échoué et que le XXe siècle a été un désastre, c'est pas parce que le XXe siècle a été un désastre qu'il faut pas continuer à croire au progrès. Donc je réactualise les mythes de la Révolution française. Naturellement, je vois bien que la démocratie est aussi fragile que la nature, qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais je vis dans cette configuration de plusieurs mythes très actuels qui ont muté, qui se sont modifiés dans leur formulation, dans la fabulation du monde actuel, donc, parce que les mythes, c'est la fabulation, la manière dont on se représente le monde. Je prends conscience aussi que, 10 milliards d'années, ça va passer. On a déjà fait 5, il y en a encore 5, j'ai encore un peu de temps, mais donc l'espèce humaine peut disparaître. Bon, c'est pas quelque chose que nécessairement, à l'époque des Grecs ou même des nazis, on pensait. Maintenant, je vis avec d'autres représentations qui sont des fabulations qui déterminent nos gouvernes collectives ou qui devraient déterminer nos gouvernes collectives et qui déterminent ma gouverne à moi. Donc, je pense aussi à la mort, faut l'apprivoiser, mais on peut la voir d'une façon joyeuse. Ce sont donc, je fais des cauchemars, eux aussi, etc. Dans le sommeil, je retourne au stade fœtal, mais quelquefois, je me retrouve au stade du chaos, parce que les matrices fabulatoires sont encore là, elles se sont pas effacées, elles se sont occasionnellement plus ou moins réactivées, actualisées. Ce sont des réseaux neuronaux, c'est physiologique. Tous les récits que je vais inscrire dans cette structure biologique ou physiologique vont évoluer, mais la structure neuronale de mon cerveau va continuer à être active. C'est pas plus loin que là qu'il faut chercher l'inconscient individuel ou collectif. Je crois aussi que, de même que Freud voulait faire valoir une normalité de l'individu dans la société, ce qui n'était pas forcément ce que je trouverais le plus génial,
Parce que la normalité sociale, on a vu récemment avec la pandémie, avec la catastrophe écologique, etc., que c'est un sujet sur lequel on peut avoir beaucoup de doutes. Mais bon, il y avait des valeurs et il pensait être un thérapeute. Je pense aussi que la mythanalyse, dans la mesure où on la développe, c'est-à-dire qu'on repère, on déchiffre les mythes contemporains, on les évalue, on peut en redouter certains, on peut en célébrer d'autres. Et un des mythes que j'ai développé, je termine avec cela, qui est vraiment pour moi devenu ma gouverne, la quille de mon bateau, c'est ce que j'appelle l'hyperhumanisme. C'est une fiction, c'est un mythe comme les autres, mais je crois qu'il n'est pas toxique comme le post-humanisme. L'hyperhumanisme, c'est plus d'humanisme grâce aux hyperliens. C'est très simple à formuler, à se rappeler. Et pour moi, ce sont les valeurs que je dois développer aujourd'hui en tant qu'homme. Je rétablis le mythe de l'homme. C'est pas parce qu'on a annulé le mythe de Dieu qu'il faut annuler le mythe de l'homme. Nietzsche a annoncé la mort de Dieu. On prend ça assez souvent, généralement maintenant pour acquis, mais il y avait un couple Dieu-homme, un face-à-face Dieu-homme, avec lequel on a vécu pendant deux millénaires déjà et plus. Mais il me semble que le mythe de l'homme, quand on ne croit plus en Dieu, il faut bien croire à quelque chose, et l'homme, si on ne croit pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Donc il faut croire en l'homme. Il faut croire pour vivre, il faut croire pour vivre collectivement, il faut croire pour construire le futur, et je crois en l'homme avec un H majuscule. Comment rendre compatibles les différentes mythologies ou les différents mythes? C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un aspect culturel qui était lourd dans la mythologie, et qu'on pouvait expliquer le comportement d'un humain sur la base de la mythologie. Mais dans ces conditions, il faut qu'on rende compatible la mythologie des aborigènes ou des Indiens d'Amazonie avec celle qui est occidentale, celle dont vous avez à laquelle vous avez fait allusion. Nous avons autant de mythes que les aborigènes d'Amazonie, mais nous ne le savons pas. Nous croyons être modernes, mais nous ne le sommes pas, comme a dit un de nos amis récents. Bon, et donc mythe pour mythe. Chaque culture, je crois beaucoup à la diversité des mythes. C'est fondamental, la biodiversité. On gagne rien à passer le rouleau compresseur uniformisateur. Un très grand respect, je suis pas québécois pour rien, un très grand respect pour les diversités culturelles et linguistiques. Et ensuite de ça, les mythes des aborigènes d'Australie ou d'Amazonie ou d'ailleurs ont éventuellement beaucoup à nous apprendre. Les autochtones au Québec et au Canada ont beaucoup à nous apprendre, et on est en train de le découvrir. Bon. Les différences qu'il y a entre ces mythes, c'est extrêmement important de les conserver, de les explorer, d'avoir un dialogue entre ces mythes. C'est certain que je préfère les mythes des aborigènes d'Amazonie à ceux de l'Eurasie poutinesque. Donc je fais des choix. Et il y a des tensions entre ces mythes. Il y a même des guerres éventuellement. Nous avons l'exemple de cette guerre qui se développe actuellement en Europe. Donc ce n'est pas un monde unitaire, c'est un monde qui demeure très fragmenté, mais je sais de plus en plus quels sont les mythes qui prévalent en Amazonie ou en Australie, et la réciproque est peut-être déjà un peu vraie, parce que ces gens-là nous voient aussi arriver avec nos avions et nos armes et nos virus, et ils prennent conscience que nous les menaçons. Donc il y a évidemment une dynamique mythique. Ça fait partie de ce que la mythanalyse doit déchiffrer, doit repérer et déchiffrer. Ensuite, bon, si je suis un autochtone du Canada, j'ai le choix entre continuer à vivre sur mon pergosol qui fond et où j'ai pas d'eau potable, ou bien j'ai pas besoin de congélateur qu'on vient de me donner, ou bien j'adopte la vie moderne, urbaine. C'est un choix existentiel épouvantable pour les indigènes ou les autochtones, parce que ça veut dire renoncer à leur propre mythe, à leur propre culture pour adopter une culture étrangère. Donc il y a une dynamique qui peut être très très difficile, très souffrante, très conflictuelle. C'est comme ça. Il y a un temps du mythe
qui est un temps qui est celui du déplacement, d'une sorte de temps métaphorique. La métaphore procède par déplacement, et le mythe, c'est toujours un questionnement qui tourne en boucle, qui est inépuisable. Mais le temps de l'histoire est un temps qui va vers la contraction du temps, jusqu'au temps réel que tu as hypostasié dans ta présentation. Et moi, la question que je me pose, c'est que j'aurais tendance à établir une corrélation peut-être un peu forcée entre ce dévoiement du mythe et de la profondeur mythique dans ce que tu as dit toi-même au début de ta présentation, le mythe comme mythe au sens de mensonge, et on n'est pas si loin du complotisme. Donc, n'y a-t-il pas contradiction entre l'effacement contemporain des mythes dans leur profondeur, et puis cette espèce de vertige d'une conscience augmentée, mais qui est en même temps, comme l'a montré le philosophe Stilwer par exemple, à travers, en reprenant la notion du pharmakon des Grecs, un temps qui produit un poison qui s'appellera le complotisme, voilà, les fake news, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là voisinent, coexistent en même temps, dans une sorte de conflit des temporalités. Voilà. Je suis pleinement d'accord. Et il faut cartographier, il faut accepter cette dynamique qui peut être conflictuelle au sein même de sa propre conscience intime. Tout à fait d'accord. Les mythes sociaux, les mythes collectifs construisent en fait nos sociétés, si j'ai bien compris. Et ces sociétés, ce qui n'a pas été d'après moi souligné, elles sont en fait géographiquement circonscrites. Elles sont culturellement circonscrites. Et ce qui fait qu'il y a effectivement une multitude de mythes qui ne se parlent pas forcément les uns les autres, qui ne se comprennent pas les uns par les autres, qui construisent notre monde humain. Pour simplifier, nous terriens. Ces mythes, ils nous ont servi aux uns et aux autres à développer nos personnalités et nos relations avec la société. Ces relations avec la société, elles sont conflictuelles parce que il y a des mythes qui nous poussent toujours à aller plus loin. Le mythe du progrès, le mythe de la liberté, le mythe de la lune, le mythe de la vie. Et puis après, on sait qu'à la fin, il y a la mort quand même, ce qui a été évoqué, et qui fait que il y a le mythe aussi de qu'est-ce qui va rester, non pas de moi, mais qu'est-ce qui va rester de nos sociétés. Donc, ces mythes nous construisent une société, et ça a été comparé, bien entendu. L'idée de la mythanalyse, c'est bien que nos sociétés pourraient être alors soignées, guéries, par une étude de ces mythes, par en fait des corps sociaux qui s'empareraient de ces mythes pour réfléchir et être plus ouverts, plus larges d'esprit. C'était tout l'intérêt de partager des mythes avec les aborigènes ou avec Australiens ou bien avec les Esquimaux du Nord. Il n'y en a pas dans le Sud. Mais dans le Sud, il y a des peuples qui ont disparu, qui avaient notamment la Terre de Feu, qui avaient beaucoup de mythes. Et donc, en fait, ces mythes, c'est peut-être ce qui construit nos différences. Et que ces différences, elles peuvent être conflictuelles et nous amener à des situations qui sont celles d'un monde partagé où les différents porteurs de mythes, ou plus les différentes sociétés qui se définissent par leur mythe à elles, ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre les autres sociétés. Et c'est un peu l'origine des conflits. On se disait que si on comprenait les mythes des uns des autres, on pourrait peut-être, à un moment donné, arriver dans quelque chose de plus réel. Il y a quelque chose qui, moi, m'a choqué, c'est l'hyperhumanisme lié aux hyperliens. Parce que ça voudrait dire que le lien ou l'hyperlien est magique. Or, dans l'hyperlien, il n'y a que ce que les gens veulent bien mettre. Or, quand on met quelque chose dans un hyperlien, ce n'est pas indépendant d'une intention, qui peut être une intention positive, mais qui peut être une intention que, dans ma mythologie à moi, je considérerais comme négative. Et donc, il ne peut pas y avoir, à mon sens, et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas parfaitement répondu à la question, d'hyper-analyse, enfin de mythe-analyse, si on se transpose avec cet hyperhumanisme et ces hyperliens, parce que ces hyperliens sont tout sauf naïfs. Et quand on parle du mythe de la nature, qui est total, le mythe de la nature,
on va à la campagne, au milieu des champs de maïs, on est dans la nature. Il n'y a rien de naturel dans les champs de maïs, rien. Et donc, je pense que là, j'invite Hervé à creuser la question sur cette objectivité, cette représentativité des hyperliens pour aller plus loin et peut-être donner un contenu humaniste, droit de l'homiste, j'allais dire, pour reprendre des paroles qui intéressent peut-être les Français qui ont écouté Sarkozy à un certain moment, hein, dans cet hyperhumanisme. Et ne pas devenir une sorte de transhumanisme plus moderne. Voilà, ça peut, pour faire la synthèse, donc il n'a pas répondu à la question. Je crois au progrès, c'est une fabulation, et je pense que tu devrais y croire plus, parce que la conscience augmentée, ça veut dire qu'on ne peut plus nier que le monde est immonde. Et il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que le monde est immonde et qu'il faut donc le changer. Et il y a de plus en plus de gens qui, il y a pas que les méchants sont très actifs, mais il y a une sorte, je crois, à une majorité qui va s'établir progressivement de gens qui veulent changer le monde pour qu'il soit moins immonde. Je dis pas encore qu'il soit bon, en tout cas.